Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Après la présidentielle, place aux législatives 2025. La CEI ouvre la période de dépôt des candidatures du 31 octobre au 12 novembre prochain. À moins de 2 mois du scrutin, prévu le 27 décembre, l'institution a réuni les futurs candidats aux 2 plateaux pour leur présenter les règles et modalités du processus électoral. 3 nouveaux échangeurs prendront forme d'ici décembre 2026 sur le boulevard Germain Kofi Gado. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, était en visite des chantiers aujourd'hui. Il rassure, malgré quelques retards, les travaux avancent à un rythme jugé satisfaisant. La recherche agricole en Côte d'Ivoire mise sur le manioc pour renforcer la souveraineté alimentaire. Le Centre national de recherche agronomique dévoile de nouvelles variétés à Boaké, variétés capables d'offrir jusqu'à 31 tonnes à l'hectare, des boutures issues de longues années de sélection prometteuses pour les producteurs de notre pays. L'inquiétude grandit autour du Mali. Après les États-Unis, l'Italie et l'Allemagne appellent à leur tour leurs ressortissants à quitter le pays sans délai. Les ambassades évoquent une situation sécuritaire de plus en plus imprévisible sur fond de tensions et de pénurie de carburant à Bamako, la capitale. Bienvenue sur RTI 1. La Côte d'Ivoire se prépare à organiser les législatives après la présidentielle. La commission électorale indépendante, comme vous le voyez sur ces images, a rencontré ce jour même les potentiels candidats pour leur présenter les règles et modalités du processus électoral. La période de dépôt des candidatures, je rappelle, est fixée du 31 octobre au 12 novembre prochain. Vous aurez le compte-rendu complet de Sidonie Davila dans quelques instants. Pour l'heure, on se rend sur le boulevard Germain Kofi Gado et je le disais tantôt, 3 nouveaux échangeurs devraient y être opérationnels d'ici décembre 2026. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, s'est rendu sur les chantiers aujourd'hui même et assure que malgré quelques retards, les travaux avancent à un rythme satisfaisant, nous rapporte l'enseignant Bakayoko. École de police, Riviera 3 et Riviera Palmeraie, les travaux de construction de ces 3 échangeurs avancent plutôt à bon rythme. Toutes les difficultés techniques, notamment celles rencontrées dans les zones d'évacuation d'eau abritant les habitations, ont été résolues. Constat du ministre Amédée Kwaku, en visite sur ces ouvrages qui vont considérablement améliorer la circulation sur le tronçon Cocody-Bingerville, une voie où le trafic est réputé très dense. Il y a 3 dates qui sont prévues pour être terminées, en juillet 2026, août 2026. Et le dernier où on a pris de retard, ce sera donc en décembre 2026. Lorsque ces ouvrages vont finir, vous allez voir qu'au milieu, il va y avoir donc le BRT. Donc depuis Yopougon, le BRT qui va depuis Yopougon en passant par le 4e pont jusqu'à Bingerville. Évidemment, tous ces BRT-là vont emprunter ces ouvrages. Avec ces flyovers comprenant des tabliers en caisson métallique à travers 5 ou 6 travées respectivement, les 3 échangeurs présentent des caractéristiques similaires. Ils sont dotés de dalles composites et offrent une configuration de 2 x 3 voies avec une longueur variant entre 170 et 266 mètres et une largeur constante de 20 mètres. Chaque échangeur est accompagné de 2 contre-allées offrant une voie dans chaque direction avec 2 voies à l'intersection. 113 milliards de francs CFA ont été dégagés pour la réalisation des travaux, dont 42 milliards mobilisés par l'État. Les 42 milliards comprennent les indemnisations, les déplacements des réseaux, tout ce qui est pris en compte de non-paiement de la TVA, et ainsi de suite. Sur ce chantier, il y a un peu plus de 570 personnes qui travaillent. La majorité, ce sont des jeunes Ivoiriens. Ce projet routier Cocody-Bingerville fait partie du vaste programme de construction et de renforcement des voiries qui va fluidifier la circulation dans cette banlieue en pleine expansion. Il devrait également permettre de réduire le coût du transport, limiter le nombre d'accidents, améliorer le cadre de vie des populations de la zone et surtout favoriser la création d'emplois au profit des jeunes des zones traversées.
où la mobilité urbaine prend une nouvelle dimension. Le président du conseil régional, Khalil Ibrahim Konaté, a présenté officiellement les nouveaux taxis communaux, faciles à identifier et conformes surtout aux normes de sécurité. Ces véhicules devraient améliorer le quotidien des habitants tout en réduisant les risques liés au transport improvisé, nous témoigne Boubacar Silla. Le président du conseil régional du Hambol a procédé à la remise des clés de taxis communaux au corps préfectoral, cadres et transporteurs de la région. Pour Khalil Ibrahim Konaté, la mise en circulation des taxis communaux dans les différentes communes répond aux besoins de faciliter la mobilité des populations. Le donateur invite les conducteurs à prendre soin de ces engins. Nous sommes une région où, à l'époque, il y avait des taxis dans certaines villes de l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, nous voulons remettre cela au goût du jour pour faciliter un peu la vie à nos concitoyens. Et ce programme-là permet de donner de l'emploi à des jeunes qui ont le permis de conduire. Les autorités préfectorales et les maires des communes bénéficiaires saluent cette initiative et encouragent les conducteurs au respect du code de la route. Nous avons eu du bitume dans la ville de Fronan. Je crois que c'est important. C'est vrai qu'il y a les tricycles qu'on appelle ça communément Saloni qui prennent, mais pour les répressions, pour une question des étrangers qui y arrivent, il fallait vraiment qu'on ait ces gens de taxis. Les transporteurs réitèrent leur reconnaissance au président du conseil régional du Hambol pour ses actions en faveur du développement et du bien-être de la population. Le projet des taxis communaux dans la région du Hambol s'inscrit dans le cadre de la modernisation du transport et de réduire la dépendance des populations vis-à-vis des taxis-motos qui posent souvent des problèmes de sécurité. Voilà, et la Côte d'Ivoire, notre pays, se prépare à organiser les législatives après la présidentielle. La commission électorale indépendante a rencontré aujourd'hui même les potentiels candidats pour leur présenter les règles et modalités du processus électoral. La période de dépôt des candidatures est fixée du 31 octobre au 12 novembre prochain. Sidonie Davila pour le témoignage. Ce vendredi s'ouvrent les dépôts de candidatures pour les législatives. La période de dépôt est fixée du 31 octobre au 12 novembre prochain. En prélude à ce scrutin du 27 décembre 2025, le président de la CEI a tenu une réunion d'information à l'attention des potentiels candidats pour leur présenter les principales dispositions. En exécution de l'article 66 du Code électoral qui dispose que les élections des députés ont lieu avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, la Commission électorale indépendante est donc dans l'obligation d'organiser les élections pour le renouvellement de l'Assemblée nationale avant le 31 décembre 2025. En cette matière, c'est le Conseil constitutionnel qui examine l'éligibilité, mais le contentieux. Et cette phase correspond au 19 novembre. Ensuite viendra la campagne électorale du vendredi 19 décembre 2025 à 0 heure au vendredi 26 décembre 2025 à minuit, soit 8 jours. Vous remarquerez que celle-ci prend fin exceptionnellement à la veille du scrutin afin de tenir compte de la fête de Noël. Le quota de 30% des femmes a suscité de vifs échanges. Le président de la CEI encourage les candidatures féminines afin de respecter cette exigence légale. La question de la représentativité des femmes, fixée à 30%, a suscité de vifs échanges, de nombreuses préoccupations soulevées et la CEI précise dans ses réponses à la grande satisfaction des participants. Nous en sortons très satisfaites parce que nous avons toutes les informations. En tant que jeunes, en tant que femmes, nous sommes déterminés à y aller. Nous encourageons les populations véritablement à s'impliquer dans cette élection qui est très importante pour notre nation. Démographiquement, l'ALP a un potentiel de pouvoir mériter un certain nombre de sièges. Le président de la CEI a dit qu'il a remis cela au gouvernement, qui est en train d'étudier cela. Peut-être pas cette législature, mais des dispositions seront prises aux prochaines législatures pour que ce déséquilibre-là soit réglé. M. Sokro,
sous-préfecture commune et COSU. À la veille des présidentielles, les bureaux de vote qui étaient dans les villages ont été ramenés en ville. Le président m'a donné l'assurance que les bureaux vont repartir dans les villages pour les législatives. Ça me rassure. La législature sortante, le RHTP avait 60% des députés. Donc nous comptons faire mieux pour cette élection. Donc c'est pour ça que nous sommes venus prendre les informations afin d'outiller nos candidats. La caution pour les législatives est fixée à 100 000 francs CFA pour garantir la sécurité et faciliter le paiement. La Caisse de dépôt et de consignation a mis en place une plateforme dédiée, présentée au cours de la rencontre. Je vous livre à présent ce communiqué émanant du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, le samedi 1er novembre 2025, jour de la fête de la Toussaint, est férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Communiqué signé du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et par intérim le ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté. Intéressons-nous à présent à une autre forme de progrès, c'est celle du savoir et des compétences. À l'université Alassane Ouattara de Bouaké, la faculté des sciences médicales a tenu sa rentrée solennelle et c'était en présence du président du CESEC, Eugène Aka Awele. Il a salué les performances de l'année écoulée et invité enseignants et étudiants à relever les défis pour le bien-être médical des populations. Soro Corona. En file indienne, les enseignants et enseignants-chercheurs entrent dans l'amphithéâtre Dominique Ouattara. Une rentrée qui marque le début de la traditionnelle cérémonie de rentrée solennelle de l'UFR des sciences médicales de l'université Alassane Ouattara. Une cérémonie pour dresser le bilan de l'année académique écoulée et dégager les perspectives de cette année. Le taux de réussite des étudiants et des enseignants oscille entre 80 et 100%. 100 nouveaux médecins ont été formés et 100% de réussite au concours d'agrégation. Nous sommes fiers d'avoir achevé l'année académique dans les délais fixés par le gouvernement, avec les résultats suivants. Nous avons obtenu des résultats remarquables aux différents concours nationaux et internationaux. 100% de réussite au concours d'Aziz-Salah, 100% de réussite à la maîtrise d'Aziz-Salah, 100% de réussite avec les attachés de recherche. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, patron de la cérémonie, salue les résultats enregistrés. Eugène Akaoulé exhorte les enseignants et étudiants à travailler pour relever les défis présents et futurs pour le bien-être médical des populations. Ces résultats interviennent au moment où le gouvernement, sous la haute autorité du président Alassane Ouattara, investit énormément dans le secteur de la santé. Et notre crainte résidait dans ce qui constitue véritablement la force de la santé, c'est-à-dire la ressource humaine. Or, cette ressource humaine, nous l'avons ici. Les meilleurs enseignants et étudiants de l'année académique 2024-2025 ont été distingués. L'UFR des sciences médicales compte à ce jour 1520 étudiants, dont 280 nouveaux. Voilà, et toujours à Bouaké, les préparatifs du Hajj 2026 avancent à grands pas, tout comme à Abidjan. Et depuis le 11 octobre, les candidats suivent les visites médicales, des consultations, vaccins et examens permettent d'évaluer l'aptitude physique des futurs pèlerins, de gérer d'éventuels problèmes de santé. Le reportage détaillé de Gladys Conan et Soro Corona. Sidibé Salimata, candidate au Hajj 2026, est présente depuis 8 heures à l'Institut national d'hygiène publique de Bouaké pour des formalités médicales. Après l'étape de l'inscription en ligne, la visite médicale constitue l'une des étapes cruciales pour la suite des démarches administratives du Hajj. Il faut dire que nous avons pu effectuer la visite médicale pour le Hajj. Nous avons été bien reçus et tout s'est bien passé. Je suis vraiment très contente cette année de pouvoir effectuer le pèlerinage. Dans la file d'attente, Karamoko Mamadou est en compagnie de sa tante venue également pour cette visite médicale. Il y a son fils qui est en Europe, qui veut la faire partir à la Mecque. C'est aussi de venir faire ses documents.
La visite médicale des futurs pèlerins pour le Hajj, aux examens en passant par les différents vaccins requis, Koulibaly Abdoulaye, responsable du site de consultation médicale pré-pèlerinage à l'Institut national de l'hygiène publique de Bouaké, nous dit davantage. Ça nous permet déjà de voir parmi les candidats au Hajj ceux qui ont certaines pathologies qu'il faut suivre. Il y a plusieurs vaccins à faire qui vont permettre aux pèlerins déjà d'éviter d'attraper certaines maladies. Comme on sait que généralement c'est un lieu de regroupement de plusieurs personnes qui viennent de différentes contrées. Donc ça permet déjà de limiter les pathologies de contact et autres. Le Hajj 2026 en Côte d'Ivoire enregistre une innovation majeure, à savoir la plateforme numérique d'inscription en ligne minahajj.ci. Elle remplace l'ancien système. CIGEPSI vise à rendre l'inscription plus rapide et simplifiée avec un processus sans stress. Voilà, Bouaké bouge. On reste donc dans la capitale de Béké, mais cette fois, les efforts se concentrent sur la terre et la production agricole pour assurer la sécurité alimentaire. Le CNRA propose plus d'une dizaine de variétés de manioc avec un rendement moyen de 31 tonnes à l'hectare. Ces boutures, fruits de recherche minutieuse, devraient booster la production agricole dans notre pays. Tanguy Soro Abou. Tubercule impressionnante de ce champ de manioc créé à partir des boutures du Centre national de recherche agronomique CNRA. C'est ici au cœur de la direction régionale du CNRA de Bouaké et dans cette station de production que sont parties ces boutures de manioc. Un travail à la chaîne et de préparation bien huilé qu'essaie de nous résumer le responsable de ce service. La semence, c'est une étape aussi très importante en ce sens que la qualité de la semence peut conditionner la production du manioc. Une semence qui est de mauvaise qualité, même si la variété a un bon potentiel, cette production peut chuter de 50%. La première étape que nous suivons, c'est la découpe des boutures en de petites tailles, parce qu'il faut dire que le système de production est appelé technique hydroponique semi-autotrope, qui permet vraiment de multiplier en masse, en très peu de temps, les variétés de manioc, les boutures de manioc. Entre autres objectifs de cette station, produire des millions de boutures de manioc à fort rendement pour combler le besoin national. Parce que nous visons le marché. Tout ce que nous faisons vise un marché potentiel qu'on peut maîtriser. Donc, si la production est vendue à bon prix, le producteur aura le courage de toujours s'approvisionner en boutures. Également, le CNRA sera toujours actif dans la production des semences pour les mettre à disposition de la filière. Des boutures de qualité à la portée et à la disposition des agriculteurs, selon le directeur régional du CNRA de Bouaké. Le programme qu'on appelle plante à racines et tubercules rayonne sur tout le territoire national. Donc, le producteur d'Abiangourou est aussi concerné par ce que nous faisons ici. Mais pour ne pas centraliser tout sur notre unité opérationnelle, le programme a formé des producteurs semenciers de par le pays qui prennent leur matériel biologique chez nous et qui sont installés comme activité production de boutures de manioc. Et donc, ce producteur peut s'approvisionner chez eux. Voilà. Mais de passage, il est dans le centre du pays, il peut passer sur notre station et puis aussi acquérir des boutures sans difficulté. C'est à la disposition de tout le monde. La bouture est à 10 francs. Et pour ce que les techniciens m'ont indiqué, l'hectare a besoin de 10 000 boutures, ce qui fait 100 000 francs CFA pour un hectare de plantation de manioc. Le Centre national de recherche agronomique CNRA propose au monde agricole plus d'une dizaine de variétés de manioc de rendement moyen de 31 tonnes l'hectare au bout de 12 mois. Intéressons-nous maintenant à ceux qui protègent la loi et veillent à la justice. Souvent méconnus du grand public, les commissaires de justice jouent pourtant un rôle déterminant au sein du système judiciaire. Que font-ils exactement ? Comment sont-ils formés? Et qui peut exercer cette profession? Question-réponse avec Gervais Kwasi et Charles Tatou de RTI Bouaké. La profession de commissaire de justice est-elle bien perçue? Pour en savoir,
Nous avons tendu notre micro à des concitoyens. Oui, j'ai une fois entendu le nom commissaire de justice. À ce que je sache, naturellement, il travaille à la justice. J'ai une fois entendu, mais je pense qu'un commissaire de justice, je ne connais pas. Bon, j'entends quelquefois, mais la définition exacte, je n'ai pas. Peut-être que son métier peut-être équivaut à celui d'un huissier. Un huissier de justice, peut-être. Un commissaire de justice. J'entends parler, mais franchement, je ne connais pas son rôle. Les commissaires de justice sont utilisés pour normalement faire poursuivre les actes de justice. On peut les utiliser aussi pour faire le recouvrement des créances. Ils servent aussi à faire des médiations. Le commissaire de justice a pourtant un rôle indispensable dans l'appareil judiciaire. Le rôle premier du commissaire de justice, que la loi lui reconnaît, c'est de signifier les décisions rendues par toutes les juridictions, de les exécuter. L'exécution, c'est mettre en œuvre ce que la justice a décidé. À titre d'exemple, ce que nous voyons communément, vous avez une maison, votre locataire ne paye pas les loyers. Vous saisissez un commissaire de justice qui initie une action pour vous devant le tribunal. Le tribunal rend sa décision. Et pour l'exécution, l'occupant fait des difficultés majeures. Peut-être, comme on le dit communément, il a mis son pied sur quelque chose. Mais vous, le bénéficiaire de cette décision, est-ce que vous êtes satisfait? Non. Mais c'est en cela que le commissaire de justice doit œuvrer, doit passer par tous moyens légaux pour vous satisfaire. Et satisfaire surtout la justice. Ne devient pas commissaire de justice qui le veut. Pour être commissaire de justice, il faut d'abord avoir une maîtrise ou un master en droit. Ça veut dire qu'il faut faire l'université, il faut faire la faculté de droit. Ensuite, il faut être admis par concours qui est organisé par l'INFEJ, qui est entendu l'Institut national de formation judiciaire. La qualité d'un commissaire de justice, un commissaire de justice doit avoir ce qu'on appelle la probité. Il doit être honnête, il doit être un bon juriste, un bon conseiller, un bon procédurier. Sur les 320 commissaires de justice que compte le pays, les femmes ne sont pas nombreuses. Le métier de commissaire de justice n'est pas très compliqué. C'est vrai que les femmes ne s'intéressent pas vraiment à ce métier parce que c'est un métier de terrain. Voilà, c'est un métier où il faut bouger énormément et les femmes préfèrent rester dans les bureaux. J'invite toutes les femmes vraiment à s'intéresser à ce métier-là parce que c'est vraiment un métier passionnant. On peut être commissaire de justice et exercer dans d'autres corps de métiers. Écrivain, champion du monde, le Vovinam Viet-Vo Dao, et chevalier dans l'ordre du mérite national. L'une de mes missions, c'est de servir d'exemple à la jeunesse ivoirienne en particulier et la jeunesse africaine en général. C'est pourquoi, en nous basant sur notre discipline, nous avons arrivé à concilier les études ainsi que le sport, au point aujourd'hui d'avoir une profession de qualité et avoir un rang mondial au niveau sportif. Donc c'est une manière de dire à la jeunesse ivoirienne que la polyvalence peut caractériser la jeunesse. Les commissaires de justice sont formés à l'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro. Voilà, nous partons maintenant pour San Pedro, où les militants du RHDP ont un nouveau siège. Il est baptisé Alassane Ouattara, en hommage au président du RHDP. Ce siège, qui marque donc un nouveau départ pour les activités du parti dans la commune, a été inauguré par le ministre Adama Kamara. Sam Konan pour le reportage. Voici le nouveau siège du RHDP à San Pedro. C'est un bâtiment R+1 avec une grande salle de réunion d'une capacité d'accueil de 1200 places, d'une petite salle de réunion de 200 places, de 12 bureaux et de 15 salles d'eau. Une œuvre du maire de la commune, par ailleurs coordonnatrice principale RHDP de San Pedro commune, pour traduire son engagement personnel au parti. La construction de ce siège dans la commune de San Pedro, que nous avons choisi de baptiser du nom d'un homme exceptionnel, un homme inspirant, un homme de vision, Alassane Ouattara. Ce bâtiment a été réalisé sur fonds propres, par mes propres soins, par amour pour mon parti politique, le RHDP, et par ricochet pour mon dignitaire, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara.
Pour le ministre Adama Kamara, qui a procédé à l'inauguration du nouveau siège en présence du ministre-gouverneur Philippe Légré et des militants venus nombreux, ce siège marque un nouveau départ du RHDP à San Pedro. Oui, ce siège RHDP Alassane Ouattara doit devenir un lieu vivant, un espace où se prépare l'avenir. Chers militants et militantes, ce siège est désormais le vote. Qu'il soit un centre d'initiative et de mobilisation, un refuge d'écoute et de fraternité, un laboratoire de puissantes idées pour la jeunesse. C'est d'ailleurs sur l'esplanade du nouveau siège RHDP Alassane Ouattara que les militants ont célébré la victoire du candidat du parti à l'élection présidentielle. Je vous invite plus loin à un voyage au cœur de la Cité des Arts et de la Culture en Égypte. Théâtre, salles de spectacle et d'exposition y valorisent les artistes égyptiens, mais aussi ceux du reste du monde. La ministre ivoirienne Françoise Remac s'y est rendue pour découvrir le savoir-faire local. Didier Nguessan est depuis l'Égypte. 7000 ans après l'époque antique et ses prouesses pyramidales, l'Égypte n'a pas perdu de sa superbe. Le pays des pharaons rêve plus grand. Et pour s'en rendre compte, il faut parcourir 45 km à l'est du Caire. Entre les bâtiments administratifs dédiés au ministère, le quartier diplomatique, le Parlement et les édifices religieux, ici se redessine la grandeur de l'Égypte. Et la culture y trouve toute sa place. Françoise Remac, la ministre de la Culture et de la Francophonie, visite ce haut lieu de la créativité artistique. Ce théâtre de 2200 places est réparti sur 4 niveaux. Il fait partie d'un ensemble de théâtres consacré aux arts de la scène. Cette autre salle de 1200 places est dédiée aux spectacles musicaux avec un système acoustique de dernière génération. Cette cité est énorme, elle est considérée comme étant la plus grande cité des arts au Moyen-Orient, avec l'opéra qui est le plus grand opéra également de l'Afrique et du Moyen-Orient. La cathédrale orthodoxe dédiée à la nativité du Christ. Son architecture s'inspire de l'Arche de Noé, selon Khaled Al-Husseini, responsable de la nouvelle capitale administrative du Caire. La cathédrale est construite sur une superficie de 6500 mètres carrés et avec une capacité de 7000 personnes pour prier ensemble. Ça, c'est une traduction de la volonté politique qui a voulu faire ce travail également en parallèle avec la construction de la plus grande mosquée en Afrique, qui est la mosquée Al-Fattah El-Ali. La première phase de cette nouvelle ville a été réalisée seulement en 8 ans. De quoi inspirer Françoise Remac en ce qui concerne la culture. Et le président de la République, dans sa vision, souhaite aussi que la Côte d'Ivoire puisse avoir une cité des arts et de la culture et de l'innovation. Et cette visite vient vraiment au bon moment, car nous allons pouvoir, à travers, je l'espère, un accord de coopération, pouvoir bénéficier de l'expertise, de l'expérience de la cité des arts que nous venons de visiter. 95 hectares sont consacrés à la construction du nouveau quai, avec une capacité d'1 million d'habitants dans les quartiers résidentiels aux alentours. Il abrite également l'iconique Tower, considérée actuellement comme la plus haute tour d'Afrique avec ses 394 mètres. Un record qui devait être battu par la tour F d'Abidjan, encore en travaux. L'actu en bref nous amène ce soir en France, au Mali et au Soudan du Sud. Un compte-rendu express signé grâce à Abigail Moussa Konati. En France, une conférence internationale est organisée ce jeudi à Paris pour soutenir la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Objectif, mobiliser la communauté internationale face à l'urgence humanitaire à l'est de la RDC et dans les pays voisins.
Après les États-Unis, l'Italie et l'Allemagne appellent à leur tour leurs ressortissants à quitter le Mali. Le groupe djihadiste Jinim, actif jusqu'à 50 km de Kati, localité non loin de Bamako, intensifie ses attaques contre les convois de carburant vers la capitale, provoquant ainsi une grave pénurie, des coupures d'électricité et la fermeture d'écoles. Au Soudan, le général Hemedti admet des abus commis par ses troupes lors de la prise d'El Fasher au Darfour du Nord. La communauté internationale dénonce des exactions massives, dont le meurtre de plus de 460 personnes à la maternité saoudienne de la ville, selon l'OMS. Voilà, ainsi va le monde. Allez, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous dans nos prochains journaux pour la rubrique Alerte Infox avec Afisiata Dosso est toujours à l'affût pour vous, à l'affût donc des Infox pour nous éclairer, nous aider à distinguer le vrai du faux dans l'actualité. Prenez donc rendez-vous samedi avec Afisiata et demain vendredi déjà, Kolo Klubali et Marine Konian prendront le relais pour le 20h et moi je vous donne rendez-vous lundi dans la paix surtout.